Chers amis, bonjour. Et oui, il y a toujours des gens qui passent dans la rue. Alors, ce matin, je vais vous parler de mon week-end, enfin mon week-end, de mon 1er mai. Ce sera plus simple. J'ai donc passé ma journée, avant-hier, j'étais donc à Évreux, donc j'ai fait plein de photos que je vais poser sur mon blog. Mais ce matin, je vais vous parler de jardin. Une fois n'est pas coutume. Il se trouve, comme par hasard, que pour revenir d'Évreux, il y avait un marché aux fleurs à Bourg-Achard, où j'ai vu Gérard Farcy, voilà, on a taillé la bavette, je lui ai montré ce que j'ai trouvé et tout ça. Et ça m'amène à parler de jardin, depuis le temps qu'on m'attend sur ce plan-là. Sur ce plan-là. Il y en a peut-être qui vont être déçus, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde, selon le vieil adage. Alors, en fait, j'ai tellement de choses à vous dire sur le sujet que c'est pas en une vidéo que je vais pouvoir dire tout ce que j'ai à dire, mais bon, c'est comme ça. Alors là, déjà, je vous explique le contexte. Je suis privée d'électricité. C'est la raison pour laquelle je suis partie à Évreux. Et on doit me la rétablir aujourd'hui. Donc le problème, c'est que j'habite une petite maison qui est extrêmement sombre. Et entre les gouttes, si vous voyez ce que je veux dire, je travaille dehors. Voilà. Donc je me suis installé un petit truc sur le trottoir, juste contre le mur de la maison. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Alors, le marché aux fleurs hier à Bourg-Achard était extrêmement intéressant. Malheureusement, évidemment, il faisait pas beau. Mais il paraît que le matin, ils ont très très bien travaillé quand même. Alors, il se trouve que j'influence, moi, pour ceux qui ne sont pas au courant. En fait, je suis à l'origine de la nouvelle... comment dire ? De la nouvelle politique des parcs et jardins de façon générale dans la France entière et probablement au-delà. Et notamment au niveau des villes. Voilà, la politique paysagère des villes. Alors, en quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, ça consiste par exemple, quand je passais dans les villes hier, à voir certaines pelouses qu'on n'avait pas encore tondues et qui étaient remplies de petites pâquerettes. Voilà. Alors, à la question, est-ce qu'il est souhaitable de ne plus tondre du tout ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais il faut simplement avoir pour objectif de ne pas systématiquement considérer que ça doit être tondu archi-ras, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que c'est bien, par exemple, dans les jardins, de laisser certaines zones qui restent sauvages. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. C'est absolument fondamental sur un plan même philosophique. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, de dire à la nature, à cet endroit-là, c'est toi qui décides. Voilà. Oui, je sais, ça signifie que je parle à la nature, oui. Eh ben oui, je parle à la nature. Mais elle me le rend bien, comme dit... Je considère que j'ai une bonne nature, donc bon, pourquoi pas. Voilà, ça c'est une chose. Alors comment cette idée m'est venue ? Pour moi c'est juste une question de bon sens déjà. À la base, je veux dire, j'ai pas besoin qu'on me l'explique ou que c'est juste logique. Enfin, je veux dire, si vous posez la question aux Indiens Raoni, je pense qu'ils vous diraient la même chose. Je pense que s'il y a une image qui doit faire rigoler les Indiens Raoni, c'est bien quelqu'un qui tonde sa pelouse. À mon avis. Oui, je sais, ils en ont pas de pelouse, mais eux, ils ont des choses beaucoup plus précieuses que nous, je pense, hein, qu'une simple pelouse. Hein. Disons qu'une pelouse hyper bien tondue, c'est un peu l'antinomie de, quelque part, d'une certaine façon, c'est l'antinomie de l'écologie, quoi. Et encore, une pelouse hyper bien tondue, si on met aucun pesticide ou si on met aucun engrais sélectif, pas engrais, mais désherbant sélectif et tout dessus, elle reste quand même relativement naturelle. C'est juste une question de tonte, donc comment dire, les dégâts sont moindres. Mais parce que moi je connais des gens aussi qui mettent en plus des trucs sélectifs pour tuer certaines catégories et qui ne préservent que les graminées, et donc tuent le pissenlit, tuent les renoncules, voilà, bon, chacun fait comme il veut, mais sincèrement je pense que c'est un peu con. Hein. Mais bon. Alors, je tiens à préciser que je suis pas l'inventeuse. Enfin, ça vient pas de moi, quoi. Ça vient pas de moi. Je veux dire, il y a des gens qui ont pensé avant moi. Simplement, il se trouve que eux, quand ils le disaient, on les écoutait pas, alors que moi, si je le dis, on m'écoute. Donc, je suis le relais et la passeuse de ceux qui le pensaient avant moi. Et rien de plus.
Voilà, ça c'est une chose. Et comment dire, la prise de conscience réelle de cette démarche-là au niveau des jardins, je vais vous expliquer où ça s'est passé. Ça s'est passé dans le jardin de Kew Garden en Angleterre. J'étais avec ma fille Amélie, c'est la seconde qui vit à Londres, et ou avec Clémentine quand elle a vu son bac. Je sais plus, enfin l'une des deux. Et puis, je vous signale qu'il recommence à pleuvoir. Bon, bref. Et il y avait une zone entièrement sauvage, pas extrêmement grande, hein, qui devait faire, je sais pas, 500 mètres carrés, peut-être, je sais pas exactement. Et il y avait une pancarte où il était expliqué, donc en anglais, je suppose, que à cet endroit-là, c'était la nature, et la nature seule qui décidait, et que c'était bien de le dire et de le spécifier. Voilà. Et j'avais trouvé cette démarche tellement intelligente dans un jardin de ce standing et de cette qualité. J'avais trouvé ça vraiment super, quoi. Alors je vous recommande Kew Garden en Angleterre. Voilà, ça c'est fait. Alors une fois que vous êtes à Londres, il faut prendre un train de banlieue. Voilà. Bon, ensuite, il faut savoir que... Alors, mon influence dans la politique des parcs et jardins et au niveau national, au niveau des villes et tout ça, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ça, c'est au sujet des pelouses. Au sujet des haies, ne pas tondre systématiquement pour que ce soit au cordeau, quoi, parce que tout simplement, il y a certains oiseaux qui nidifient dans les haies. Donc évidemment, c'est problématique, hein. Dans des zones pavillonnaires, par exemple, on ne peut pas tellement se permettre, effectivement, de laisser pousser les haies n'importe comment. Je comprends bien ça. Mais on peut aussi attendre une certaine date avant de les tondre, de telle sorte que la nidification de certains oiseaux ne soit pas gênée, par exemple. Donc il faut voir avec la LPO ce qu'ils préconisent. Mais c'est bien, je sais bien que dans les pavillons, dans les zones pavillonnaires, on ne peut pas tellement éviter, quoi. Mais si vous tondez votre haie deux fois par saison, c'est préférable que de la tondre dès qu'il y a 2 cm de poussée, quoi. Vous voyez, c'est ça c'est plutôt ça que je dis, en fait. Voilà. L'autre influence aussi, c'est l'utilisation du paillis, bien évidemment, beaucoup plus que ça n'était fait avant. Voilà. Quitte à planter sur bâche, c'est pas l'idéal de planter sur bâche, mais au moins on n'utilise pas de produits chimiques, quoi. Donc ça c'est quand même vachement important. Dans l'utilisation de certaines plantes qui sont tout simplement d'un ordinaire qui démontre à quel point la nature est géniale, comme des perovskias, alors il y a certaines plantes que j'aime plus que d'autres, qui ont été vraiment beaucoup plus utilisées depuis 2 ans. C'est les pensées, plutôt à petites fleurs, de préférence, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à vivre et subissent beaucoup mieux les intempéries que les grandes fleurs, tout simplement. Et puis donc, là j'ai fait un reportage sur Évreux en photo, et le reportage sur Évreux... j'ai visité le beffroi, j'ai pris des photos du beffroi, et donc les abords de Lyton, c'est le nom de la rivière qui passe à Évreux, les abords de Lyton sont paysagés selon mes critères, avec des plantes que j'aime particulièrement. Alors c'est vrai que je suis beaucoup plus portée vers les jolies textures et les jolies... et les coloris des feuillages. Par exemple, je suis une inconditionnelle des euchères. Alors là, les euchères, c'est vraiment... Toutes les eucheras, il doit y avoir, je sais pas, une dizaine de coloris de feuillage faciles. Et donc, j'adore ça, quoi. C'est vraiment une plante que j'adore et qui est facile à vivre. Et alors justement, vous allez voir, je vais mettre des photos dès que je vais pouvoir retrouver l'électricité ou les mettre cet après-midi, je ne sais pas exactement. Et je vais vous montrer donc des photos de Télima. Alors, de la famille des euchères, que j'adore, il y a les Télima et les Tiarella. Alors, les Tiarella et les Télima ne sont pas la même chose. Les Tiarella ont des petits chatons crème, un petit peu rosés. Alors on plante ça pas mal à mi-ombre, souvent sous les arbres, et ça fait des tapis un peu neigeux qui sont vraiment superbes, quoi. C'est très très joli et ça donne un côté très très doux au sous-bois. Donc ça c'est une plante que j'adore. Donc il y avait des petits tapis à Évreux que j'ai pris en photo avant-hier, et puis il y avait des eucheras, caramel, etc. Et il se trouve que dans les eucheras aussi, j'ai une de mes copines qui s'appelle Rachel, et il y a une des euchères qui s'appelle Rachel. Enfin, c'est un hasard, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un peu un moyen mnémotechnique. C'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ses amis, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, le Télima, par contre, c'est autre chose. Le Télima est plus intéressant
Le télima est une plante de mi-ombre aussi, mais c'est une plante qui est plus intéressante par son feuillage que par la fleur. La fleur, enfin les variétés que je connais, la fleur est pas plutôt insignifiante. La hampe de fleur est très grande, elle doit faire 80 cm, un truc comme ça. Et la floraison est un peu insignifiante. Par contre, à l'automne, le feuillage prend une couleur particulièrement intéressante, un peu cramoisie, avec un rebord, avec la rosée qui est très intéressant. Voilà. Donc c'est de la même famille tout ça. Le nom de la famille, eh bien je ne sais pas. Je me souviens pas. Je propose les eucheriacées. Bon, sinon, j'avais pas un radis hier au marché, mais par contre j'ai vu plein de choses. Alors, dans les comment dire, les pépiniéristes aussi, connaissant aussi ce que j'aime, etc. D'une certaine façon, mais pas uniquement grâce à moi, parce que c'est une tendance. Quelqu'un qui lit les journaux de jardin et tout. Moi, ça fait longtemps que j'ai acheté des journaux. J'ai été longtemps abonné à Mon Jardin, Ma Maison et j'alternais avec l'Ami des Jardins à l'époque. Mais il y a des nouveaux journaux de jardin. Moi, j'ai fait beaucoup ma formation par ces journaux-là, en fait. On apprend énormément de choses. Parce qu'il y a des rubriques qui sont destinées aux gens qui commencent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont destinées à des spécialistes ou à des gens qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus approfondi et qui ont une expérience du jardinage beaucoup plus pointue, quoi. Donc, en fait, tout le monde y trouve un petit peu son bonheur. Mais c'est intéressant de se tenir au courant des dernières nouveautés aussi, quoi. Parce que dans les plantes, c'est un univers tellement large au niveau du choix que il y a des modes aussi. Hein. Il y a certaines. Alors là, vous me voyez bizarre parce qu'en fait, il y a tout simplement une goutte qui vient de tomber sur la caméra. Bon, je vais arrêter, je vais essuyer ma caméra et je vais reprendre.